Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. Tous ces gens qui décident sans savoir. Vous avez reconnu la voix de David Olaïzola, le chanteur basque, et le Pays Basque fait partie des Pyrénées, puisque les Pyrénées qui exposent ici au salon Les Pyrénéennes, il y a les Basques, il y a les Béarnais, il y a les Bigourdans, il y a les Ariégeois, il y a les Catalans. C'est un mix ici quand même, non, en parlant de tradition. Oui, absolument. Écoutez Thierry Pujol par exemple. Tiens, allez-y Thierry. Allez Thierry. Se canti io che canti, canti pas per you, canti per mio che ho pres de you. Se canti che canti, canti pas per you. Canti per mio che io pres de you. Bravo messieurs, bravo. Alors les chants, on va y revenir quand même. On va commencer par ça, on va parler de la transhumance, on va parler d'autres choses. Mais est-ce que les chants traditionnels, on entendait ne touchez pas à nos traditions par un basque. Là c'est le secanti en version bigourdane, parce qu'il y a aussi le secanto en version occitane pour les gens du coin. Est-ce que ça fait pas partie de nos traditions, Christophe Laforgue? Quelque chose auquel on est attaché, mais ataviquement. Tu vois, il vient de rechanter, je l'entends tous les 3 jours, j'avais des frissons dans les avant-bras quand je l'ai écouté, parce que la culture aujourd'hui et les chants pyrénéens, c'est complètement indissociable de l'agriculture et de la ruralité et du massif. Donc c'est une image symbolique que fait Thierry aujourd'hui, d'être éleveur et en même temps chanter, c'est complètement extraordinaire. À quel moment ces chants arrivent? Est-ce que c'est des moments de réunion? Est-ce que c'est quoi? Mais on l'a vécu hier durant l'inauguration avec déjà la fanfare luchonnaise qui a ouvert l'inauguration, et puis à un moment donné on a fait la déambulation, et puis un groupe de canteurs qui s'est positionné juste devant le stand d'entrée de la région. Ils se sont mis à chanter, le moment était opportun, il est arrivé vite, 150-200 personnes, tout le monde s'est mis autour, c'était extraordinaire. Donc c'est un moment de communion qui se fait spontanément, et ce soir d'ailleurs quand vous allez rester, vous alliez y assister. Jérôme Adou, ça fait partie des traditions vraiment du sud-ouest des Pyrénées, ces chants. Mais si vous voulez, il y a vraiment un sport qui est vraiment l'identité de ces chants pyrénéens, qui ça va des Pyrénées-Atlantiques orientales. Ce sont les chants que chantent nos rugbymen. Absolument. Lors des soirées un peu festives. Et c'est vrai que là, on a tous les chants de toute la chaîne des Pyrénées. On chante quand on est éleveur de vaches gasconnes, en s'occupant de ces vaches. Mathieu Estadieux. Pas quand on perd tous les matchs. Mathieu. Pas quand on perd tous les matchs, mais non, mais c'est vrai, il n'y a qu'à voir. Thierry chante, mais il était aussi joueur de rugby, donc voilà. On s'est mené à la fois un métier passion, mais avoir aussi d'autres passions qui sont le chant. Hein. Mais Thierry, qui vous a appris? Est-ce que c'est à force d'écouter les anciens qu'on apprend ça et qu'on chante? Parce que tout le monde ne chante pas. Non, tout le monde ne chante pas, mais bon, ça vient naturellement, et puis il faut aimer ça, et puis ça nous permet de nous libérer. Mais on sent que le chant, c'est presque un hymne, en fait. C'est comme si vous chantiez la Marseillaise, quelque part. Dans les Pyrénées, ces chants, ils sont repris. C'est le monde du rugby, c'est le monde de la convivialité, des réunions de famille. À l'époque, les réunions de famille, pour les battages, les vendanges, on chantait, tout le monde chantait. Mais il y a tous les clubs dans le sud-ouest, que ce soit au foot ou au rugby, on leur hymne. Il y a la Peña Bayona à Jean Daugé à Bayonne, il y a le Secanto au TFC pour prendre un club de foot à Toulouse qu'on chante avant les matchs, et il y a Cantem Mesfor à l'USAP lorsque l'USAP, le club de Perpignan, joue au rugby. Non, quelle culture rugbystique, je suis scié, Philippe. C'est moi qui lui ai fait ça. Il me semblait. Alors parlons maintenant pastoralisme. C'est quoi le pastoralisme, Mathieu Estadieux?
Mais le pastoralisme, en fait, c'est l'entretien de l'espace naturel sur les contreforts pyrénéens. Et cet entretien, il est fait avec des animaux, que ce soit des bovins, des équins et des ovins. Voilà. Donc même avec des caprins, on peut utiliser cet espace et le maintenir ouvert parce que c'est primordial. Aujourd'hui, on a beaucoup de randonneurs et on partage le même espace et pour le partager, il faut savoir vivre ensemble. Et pour cela, nos bêtes pâturent pour pouvoir maintenir ces espaces ouverts. Mais qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui cette tradition en tout cas disparaisse ? Parce que c'est déjà très difficile. Avant, parce que quoi, il y a moins d'agriculteurs peut-être aussi ? Non, pas forcément, mais c'est surtout avant on montait à tour de rôle à aller garder les vaches. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour pouvoir garder nos vaches à la montagne et pouvoir travailler sur nos exploitations, parce que si on envoie les vaches à la montagne, enfin je parle des vaches pour moi, si on envoie nos animaux à la montagne, c'est pour pouvoir faire du stock en fait pour l'hiver. Donc si on fait pas, on peut pas être en haut et en bas. Et on a des subventions pour pouvoir employer des bergers, mais c'est compliqué, et en plus de ça, on a de la prédation maintenant de plus en plus dans les Pyrénées. Avec le loup et l'ours notamment. Exactement. Jérôme Adou. Voilà, tout à fait ce que vous disiez, Philippe et Cécile. Aujourd'hui, nous on aménage notre espace, on l'entretient, et c'est vrai qu'aujourd'hui la prédation c'est un gros fléau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus concilier le métier de l'élevage dans nos montagnes et la réintroduction de l'ours. Bon, certes on pouvait le mettre dans des parcs régionaux, je veux bien, mais le loup aujourd'hui c'est pire que l'ours. Il arrive maintenant, on n'était pas confronté et ça fait des dégâts terribles. Donc aujourd'hui il va falloir vraiment se poser les bonnes questions, de savoir si on veut maintenir un élevage, parce qu'il faut savoir que si, comme disait Mathieu, nos brebis, nos vaches ne sont pas sur nos prairies de montagne, il n'y aura pas de ski l'hiver. Donc ça sera un vrai problème. Mais tiens, Thierry, qui est éleveur de Gascogne également, comme Mathieu, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est producteur d'un petit cheptel, vous avez combien de bovins tous les deux, tiens, Thierry et Mathieu ? Moi j'ai 52 bêtes sur l'exploitation et donc j'estive pas, je reste avec mes bêtes sur ma propriété. Mais c'est vrai que la montagne, il faut la préserver, il faut la laisser ouverte. Et moi j'ai une centaine de têtes, tout confondu, vaches et génisses. Et j'estime sur la commune de Saint-Béat. Donc Saint-Béat-Arlos, c'est une indivision. C'est juste frontalier avec l'Espagne. Donc 100% Comminges, donc des bêtes nées en Comminges et qui estivent aussi en Comminges. Mais comment on fait pour se préserver justement de cette prédation ? Et aujourd'hui vous avez, j'imagine, des patous comme des chiens comme beaucoup, mais c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut repousser Aujourd'hui, le gagne-pain de l'éleveur, c'est de faire profiter ses bêtes à moindre coût. Donc, et la montagne, justement, notamment pour les brebis, c'est de valoriser ces espaces et de pouvoir avoir des bêtes en très bon état. Et pour limiter le coût d'alimentation et de pouvoir redescendre les bêtes en état. Et là, avec la prédation, ces bêtes courent partout, ou alors il faut les enfermer. Chose qu'on ne faisait pas avant. Donc on nous dit oui, il faut des parcs de contention, il faut des parcs de nuit avec des patous et essayer d'effaroucher un ours. Moi quand j'ai faim, vous pouvez pas m'effaroucher. Si je l'ai devant le museau, je vais le manger quoi et tout. Donc voilà. Christophe Laforgue veut réagir. Il y a un paradoxe incroyable par rapport à ça, c'est que systématiquement on demande plus aux agriculteurs, il nous faut plus de bêtes, il nous faut plus travailler, et on joue sur la passion qu'on a en tant qu'agriculteur, parce que le métier est dur, mais comme on l'aime, et l'engagement aussi. Et l'engagement qu'on a, et il continue à être très dur, et il devient de plus en plus dur, et parce qu'on l'aime, on le supporte, et à un moment donné, on arrive à un point de non-retour, ça s'appelle la colère. Quand je vois les garçons monter, travailler très dur, redescendre, avoir des bêtes qui sont mortes, désespérées, et si vous voulez, ce système productif où aujourd'hui on va parler des thématiques. C'est un crève-cœur en plus de voir vos bêtes. Mais... Non, mais c'est d'autant plus qu'on travaille sur des lignées, donc c'est des années, voire des générations, où c'est qu'on travaille pour améliorer notre troupeau, et un claquement de doigts, on peut tout perdre. Et donc c'est compliqué. Le paradoxe de monter comme le seul studio aujourd'hui de Sud Radio avec les Pyrénées en face, Philippe et Cécile, oui. Quand vous les voyez et que vous voyez comment ils sont préservés, quand on monte et qu'on entend les cloches en plein été, c'est quelque chose qui vous mettra les frissons comme aujourd'hui. Donc il faut être capable aujourd'hui de maintenir cette synergie entre l'agriculture et le tourisme aussi. Thierry veut réagir ? Et ça demande aussi un travail énorme en plus à l'éleveur, c'est au niveau surveillance. C'est du travail en plus, et on en a largement
largement assez, mais la surveillance pour la prédation, c'est énorme. Mais c'est un coût aussi et c'est un coût, bien sûr. C'est à la fois, comme dit Thierry, c'est une surveillance, mais c'est mental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le travail, c'est-à-dire qu'on veut bien travailler 14 à 16 heures par jour, c'est pas un problème, ça nous fait pas peur, mais mentalement c'est usant. C'est usant quand on sait que le soir, quand on va se coucher, on peut avoir de la prédation, donc c'est compliqué. Jérôme Adou veut réagir. Non, juste pour dire que justement, tous ces problèmes-là, il faut que rapidement on ait un ministre qui soit nommé ou une ministre, mais au moins qui soit vraiment sensible et attaché à notre territoire et justement qui nous apporte des solutions et qui viennent surtout nous écouter. Parce que comme on le répète souvent, on l'a dit avec Patrick Roger ce matin, c'est que la France, ça s'arrête pas à la barrière de Paris. Oui, ça s'arrête pas au périphérique. Mais ça veut dire que vous êtes pour un prélèvement finalement de ces prédateurs ou de les mettre ailleurs ou comme dans toute classe, il y a des cancres et il y a des bons élèves. Il y a des prédateurs qui sont bons élèves, il n'y a aucun problème. Je veux dire, on n'est pas là pour éradiquer tous les prédateurs, mais de faire quand même ceux qui sont mauvais élèves, qui viennent vraiment, comme on dit par chez nous, taper dans les troupeaux, mais cela il faut faire quelque chose. Il y a une régulation qu'il faut qu'on mette en place, c'est-à-dire on ne peut pas systématiquement nous absorber les contraintes parce qu'à un moment donné, alors il ne faut pas y voir un discours anti-écologique ou anti-remembrement, on est dans la régulation qui soit en fait coordonnée, cohérente. Une conciliation finalement entre tout le monde. Mais le problème de la conciliation, c'est toujours pareil, quand vous venez avec un randonneur qui monte et qui vient taper aussi dans les troupeaux, il faut un patou, deux patous, après on dit que c'est le patou qui a agressé le randonneur. Si vous voulez, il y a une éducation à avoir et tous ceux que disait Jérôme à un moment donné, ou quand on est dans des bureaux et qu'on explique que non, le loup, parce que scientifiquement il n'est pas capable de venir, ou c'est pas vrai, les mecs ils descendent pas, ils voyaient pas sur le terrain comment ça se passe, et après nous, mais forcément on est en colère. Il y a une autre chose à laquelle vous êtes attaché, c'est la transhumance. En quoi ça consiste la transhumance, Mathieu Estadieux? Et justement, la transhumance, c'est de monter les troupeaux en estive. Donc c'est une fête traditionnelle où c'est que le troupeau est censé être béni par le curé de la paroisse et monté en estive. Donc deux fois ça peut être sur une journée ou sur plusieurs jours. Les animaux sont parés de pompons ou de fleurs ou de colliers décorés, des fois des colliers en bois avec des cloches. Quand on aime toutes ces traditions, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est toi qui les bénis à Souèche? Non, j'ai pas la soutane. Mais ça, c'est une. Vous en tout cas, tous autour de la table, c'est générationnel en fait. Au fur et à mesure, c'est vos parents, vos grands-parents, ou certains d'entre vous sont. Moi, mes parents, ils estivaient pas, et depuis que je suis installé, j'estive. Ouais. Je pourrais ne pas estiver, mais moi, ça m'a tout le temps plu. En fait, la montagne m'a tout le temps plu. Ce qui est extraordinaire, ce qui est intergénérationnel, c'est les Pyrénées. C'est-à-dire, on apprend à skier au Mourtis, quand on est un peu bon, on va à Luchon, et puis quand on est très bon, on va à Péragude, et puis l'été, on fait le lac d'eau. Moi, je dirais l'inverse. Non. Je dirais on commence au Mourtis. Mais quand on est très bon, on va à Lussardinen. On va à Lussardinen, mais non. On saute plus dans les Hautes-Pyrénées, nous, on parle Comminges, là. Mais non, et après, l'été, on est capable de faire randonnée du lac d'eau, du Portillon, de l'Espingo. Oui. Si vous voulez, ce qui est bon, c'est les Pyrénées. Voilà, c'est ça qui est intergénérationnel. Est-ce que vous avez peur que des générations derrière vous lâchent l'affaire, comme beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui Mais justement, il faut les éduquer. Comme le consommateur, comme pour tout, il faut les éduquer, et pour ça, il faut leur apprendre. Mais même décide de ne pas poursuivre les exploitations des parents et de faire un autre métier parce que c'est trop compliqué. Mais en fait. Alors ça, je pense que voilà, il y a deux poids deux mesures dans le fait que si c'est trop compliqué, on laisse la liberté quand même encore à nos enfants, parce que même si on est propre à une identité culturelle, moi je peux comprendre aujourd'hui que certaines générations se posent des questions, au moins de l'investissement que représente financièrement et humainement d'être agriculteur. Mais il y a une chose, on a l'impression, Jérôme Adou, vous êtes le président, que les Pyrénéennes, c'est une famille. Et on a l'impression, quand on voit, on a deux producteurs de Gascogne, ils sont absolument pas concurrents. Ce sont deux personnes qui travaillent, qui font le même métier, mais c'est des copains, c'est une confrérie quelque part. Tant les Pyrénéennes que les productions locales, non? Mais si vous voulez, sur ce salon, déjà, le thème du salon, c'est la transmission. Donc c'est vrai qu'il faut transmettre à nos enfants. On va en avoir 11 000 sur 2 jours, jeudi et vendredi. Et c'est vrai qu'entre les différentes races qui sont sur notre territoire et nos Pyrénées, bon, principalement c'est la Gasconne et la blonde d'Aquitaine. Et c'est vrai qu'on n'oppose pas les races.
on est tous éleveurs, chacun a choisi sa race et on est tous là pour justement la faire connaître et justement on les aime, donc on veut les faire connaître et on les protège, quoi, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise race, il n'y a que de mauvais éleveurs. Ouais, Ça, c'est beau, ça. Oui, c'est beau. Ça veut dire que vous allez transmettre du saucisson à Philippe David, c'est ça? C'est ça. Mais vous bougez pas. De toute façon, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants. 0826 300 300, toujours cette 13e édition de cette manifestation formidable qui s'appelle les Pyrénéennes. On revient dans un instant. À tout de suite. Ne touchez pas nos traditions. Ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens.